Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie pour votre présence et j'ouvre la séance pour ce conseil municipal du 29 avril 2021. Donc je vais demander à Madame Boubella de bien vouloir faire l'appel, s'il vous plaît. Merci Madame la maire. Valérie Zulian. Présente. Russier Alain. Présent. Nardin Marie-Christine. Présente. Xavier Pelin. Présent. Boubella Djemila présente. Amari Kader. Présent. Belmude Nadine. Aykuriek Moustapha. Présent. Tête Christine. Cussac Marivonne. Brunet-Jailly Claudine. Bricoteau Christine. Leroy Luc. Papaouyanou Élie. À la petite Julien. Lombardo Joséphine. Bove Nathalie. Gourdin Guillaume. Cyril Quinard. Il est en train d'arriver. D'accord. Auclair Simon Pouvoir à Nadine Belmude. François Ferrante. Marie-Elisabeth Jean Pouvoir à François Ferrante. Pierre-Antoine Tosi. Marilyn Cuillet. André Bessot. Gilles Julien. René Vial. Guillaume Seguin. Et Alamondo Sonia. Merci. Donc voilà, le quorum étant là, donc je vous propose d'abord de désigner peut-être un secrétaire de séance et je propose Nathalie Bove comme secrétaire de séance si elle veut bien. Merci Madame Bove. Donc nous allons maintenant adopter le procès-verbal de la séance précédente. Il s'agit donc du dernier conseil. Y a-t-il des questions concernant le procès-verbal? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Nous allons maintenant adopter l'ordre du jour. Y a-t-il des questions concernant l'ordre du jour? Donc nous allons adopter l'ordre du jour s'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Donc l'ordre du jour est adopté. Donc nous démarrons avec la première délibération. Il s'agit de modifier les représentants du conseil municipal au sein des commissions municipales et des organismes extérieurs. Donc, j'informe les membres du conseil municipal. Alors, vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, vu le courrier de Madame Sylvie Batz en date du 8 mars 2021, vu le courriel de Madame René Vial en date du 23 mars 2021, vu l'avis favorable de la commission Pôle moyen interne en date du 20 avril 2021, j'informe les membres du conseil municipal de la nécessité d'effectuer des changements au sein de la composition de certaines commissions municipales et organismes extérieurs. Donc effectivement, à la suite de la démission de Madame Sylvie Batz, Monsieur André Bessot la remplacera dans les commissions municipales suivantes. Il s'agit de la commission éducation enfance jeunesse, de la commission sport culture animation, de la commission communale des impôts directs, de la commission de délégation de services publics en tant que suppléant, au sein du CIEP de membres suppléants, au sein de la commission transition écologique de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, donc membre suppléant, au sein de la régie Chaleur-Bois-Moiran en tant que membre du conseil d'exploitation, et à la suite de la demande de Madame René Vial, Monsieur Gilles Julien la remplacera au sein du conseil d'exploitation de la régie Chaleur-Bois. Je demande donc aux membres du conseil municipal de bien vouloir prendre en compte les changements
proposer et effectivement de prendre acte des modifications des représentants au sein des différentes commissions municipales et organismes extérieurs. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Pelat concernant le transfert des garanties d'emprunt de la SEMCODA vers Alpizer Habitat. Je vous remercie, Madame la maire. Donc, vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, vu l'article L443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation, vu la demande de transfert de garantie d'emprunt de la SEMCODA vers Alpizer Habitat en date du 19 mars 2021, vu les délibérations numéro 2017 01 06 02, 2014 20 11 03 et 2014 20 11 02, accordant les garanties d'emprunt à la SEMCODA concernant la construction de logements à Moirans, Le Bourg et La Piche, j'informe le conseil municipal que dans le cadre de l'évolution de son plan stratégique, la SEMCODA procède à une réorganisation de son intervention sur les territoires en se désengageant du sud de l'Isère tout en restant actif sur le nord du département. À ce titre, un transfert a été réalisé dans un esprit de collaboration entre la SEMCODA et Alpizer Habitat. 600 logements et locaux annexes seront prochainement acquis et gérés par Alpizer Habitat. Concernant Moirans, les résidences Le Bourg situées rue de la République et La Piche située rue Barjon deviendront propriété d'Alpizer Habitat dès la fin du mois de mars 2021. Elles resteront gérées provisoirement par la SEMCODA jusqu'au 30 juin 2021. Ce changement de bailleur n'occasionne aucune modification des contrats de location ou du statut des locataires. Il engendre un transfert des prêts CDC nécessitant une attestation de maintien de la garantie initiale de la ville de Moirans. Le conseil municipal, après qu'il en aura délibéré, il a en tout cas proposé au conseil municipal, après qu'il en ait délibéré, d'autoriser le maintien de la garantie initiale accordée à la SEMCODA en date du 20-11-2014 et 01-06-2017 en faveur d'Alpizer Habitat, et d'autoriser Madame la maire à signer l'attestation de maintien de garantie annexée à la présente délibération. Merci Monsieur Pelat. Y a-t-il des questions, Madame Vial? Oui, simplement une précision. Isère Habitat, dès la fin du mois de mars 2021, ça veut dire que ça a déjà été signé? Attendez. A priori, oui, sachant qu'il s'agit d'opérations entre deux bailleurs sociaux, on n'est pas partie prenante. Et en sachant que en fait, le courrier, bien que la lettre soit datée du mois de mars, on l'a reçu en fait très tardivement, puisque en fait on l'a reçu le lendemain de la commission pôle moyen interne. C'est pour ça qu'elle ne vous a pas été, cette délibération ne vous a pas été présentée en commission de pôle moyen interne. Oui, j'allais vous poser la question également. Merci. Voilà. Juste une petite précision, effectivement, aujourd'hui, bon, comme la SEMCODA se désengage, donc il y a un certain nombre de bailleurs qui reprennent les logements qui appartenaient précédemment à la SEMCODA. Donc à Moirans, on en avait. Donc bientôt, on n'aura plus de... Il y a encore quelques logements SEMCODA, mais ça va être dans les derniers. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Ferrand? Oui, éventuellement, est-ce que vous avez connaissance du pourquoi de ces réorganisations, en fait, ou... Non, pas spécialement. Merci. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, parce qu'il y avait précédemment, là, au niveau de la Chambre régionale des comptes, il y a eu plusieurs signalements sur la gouvernance de la SEMCODA. C'est vrai que la SEMCODA avait un volet public et un volet privé. Elle compensait sa gestion publique par de la gestion privée, ce qui était compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, cela concerne précisément le fait qu'elle ne puisse pas continuer du fait de problèmes financiers, de gestion au final. Voilà. Donc c'est que cette entreprise, entre guillemets, va disparaître voilà, au bénéfice d'autres bailleurs, puisqu'elle revend aux autres bailleurs, pas seulement à Alpizer Habitat, elle revend ses logements. Juste pour compléter, du coup, effectivement, la caution est reportée à Alpizer Habitat, ce qui est une bonne chose, mais ça met aussi en évidence la fragilité, en fait, des cautions et des organismes à qui on prête caution, quoi. Et bon,
Après, on n'y est pour rien, hein. On ne peut pas connaître l'évolution des entreprises. Non, effectivement, on ne peut pas connaître les fonctionnements, même si on les suit et que la SEMCODA, c'est pas quelque chose de récent. On ne peut pas dire que c'est un phénomène récent. Précédemment, on savait qu'il y avait quelques difficultés au sein de cette entreprise. Y a-t-il d'autres questions concernant cette délibération? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Donc je laisse maintenant la parole à Monsieur Pelat concernant un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Oui, merci Madame la maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu l'accord cadre du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, vu l'article 80 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, vu le décret numéro 2020-256 du 13 mars 2020 et vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion du 16 octobre 2020, vu l'avis favorable de la commission de pôle moyen interne du 20 avril 2021. J'informe les membres du conseil municipal qu'il appartient aux collectivités de mettre en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, ou d'agissement sexiste et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Le centre de gestion organise l'intervention de ces professionnels, dont ceux de la direction santé et sécurité au travail, pour recueillir les signalements, y compris ceux formulés par des témoins, orientés vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif de signalement permet également d'entendre l'ensemble des acteurs de la situation, de recueillir des témoignages et de présenter à l'employeur un rapport de synthèse. Les objectifs de cette démarche sont de protéger les agents, d'instruire éventuellement un dossier à destination de la collectivité afin de lui permettre de traiter la situation et d'engager des mesures de prévention. La participation de la collectivité, indiquée dans la grille tarifaire annexée à la convention, est calculée en fonction des prestations sollicitées. Cette intervention se traduit par la signature d'une convention de 3 ans, renouvelable de façon tacite et qui a pour objet de régler tous les aspects de cette collaboration. Je vous propose donc la signature de la convention ci annexée. Et après que le conseil municipal en ait délibéré, il vous sera proposé d'approuver la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans les conditions définies par la présente convention d'une durée de 3 ans, et d'habiliter Madame la maire ou son représentant, l'un des adjoints pris dans l'ordre du tableau, à signer la dite convention. Merci Monsieur Pelat. Y a-t-il des questions concernant ce dispositif? Monsieur Ferrand. Pas une question, mais juste une remarque. Simplement, c'est une bonne chose effectivement que ce dispositif se mette en place et qu'en plus, qui plus est, porté par le centre de gestion. Donc on l'a évoqué en commission, c'est un bon point. Enfin, c'est une obligation, mais en même temps, c'est une bonne chose de statuer et effectivement de prendre du champ sur ce type d'application. Donc, merci. Merci Monsieur Ferrand. Y a-t-il d'autres questions? Madame Vial. Je voudrais juste rappeler que ça serait important que vous n'ayez pas recours à ce genre de choses. Voilà. Nous partageons complètement, voilà, mais disons que ça peut permettre un accompagnement si des situations se présentaient. Oui, effectivement, pour rejoindre ce que disait Monsieur Ferrand, la loi offre 2 possibilités, c'est-à-dire soit la collectivité met en œuvre son propre dispositif, soit il est possible de se rapprocher des dispositifs mis en place par les centres de gestion. Comme on a eu l'occasion de l'évoquer en commission pôle moyen interne, mettre en place ce genre de dispositif requiert des compétences et des outils qu'une commune de la taille de Moirans n'est pas forcément à même de mettre en œuvre facilement. Par ailleurs, le fait d'avoir une intervention extérieure permet effectivement un regard plus neutre et plus mesuré si nous devons être un jour malheureusement confrontés à ce type de situation.
dont effectivement je vous rejoins Madame Vial, il est à souhaiter que cela ne se produise pas. Y a-t-il d'autres questions concernant cette délibération? Donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Donc nous allons aborder maintenant le projet de délibération concernant l'aménagement du site Sadac et l'acquisition des terrains de la future voirie publique. Et je laisse la parole à Madame Tête. Merci Madame la maire. Donc, le promoteur Gilles Trignat, résidence et propriétaire du tènement de l'ancienne usine Sadac depuis le 31 mai 2018. Le promoteur avait à sa charge le désamiantage et la démolition des bâtiments de l'usine, la réalisation des fouilles archéologiques prescrites et la dépollution du terrain. Il a été convenu qu'à l'issue de ces travaux préparatoires réalisés par Gilles Trignat Résidence, ce dernier céderait à la commune au prix de 1 € les terrains correspondant aux futurs espaces publics. Cependant, en parallèle des travaux préparatoires au démarrage de la tranche 2 des Impériales réalisés en fin d'année 2020, il a été observé une fissuration à l'axe de la voûte du canal des Moulins traversant l'opération. Cette fissuration était visible sur les zones où la voûte avait été dégarnie lors des travaux de démolition fin 2019 afin de faciliter son repérage. Un bureau d'études a été mandaté par Gilles Trignat Résidence pour diagnostiquer l'état de la voûte. Suite au rapport du bureau d'études, l'entreprise de maçonnerie Saugreba a été mandatée pour exécuter les travaux de suivi et de renforcement de la voûte en briques courant février 2021. Des témoins ont été mis en œuvre et sont relevés chaque semaine par l'entreprise pendant 8 semaines jusqu'à fin avril 2021. À l'issue des premiers relevés, il apparaît que la voûte n'est sujette à aucun mouvement depuis son scellement. Au terme des 8 relevés, vers la fin avril, un rapport sera transmis à la commune. La voûte n'est pas située sous l'emprise de la future voirie et pour éviter que ce sinistre ne retarde les travaux de voirie et réseau sous la future voirie, il est proposé au conseil municipal une acquisition du foncier destiné aux futurs espaces publics en 2 temps, selon le découpage suivant effectué par le géomètre mandaté par Gilles Trignat Résidence. Donc, dans un premier temps, la parcelle AP, parcelle 556A, pour 6044 m² à acquérir dès que possible afin de réaliser la voirie et les réseaux publics. En temps 2, la section AP parcelle 556B, 573 m² correspondant à l'emprise de la voûte conservée par Gilles Trignat, résidence, en attendant la résolution du sinistre. Section AP parcelle 556C, 6 m², pour laquelle il faut régulariser auprès du notaire une servitude de surplomb pour la casquette des futurs bâtiments Q et R. Cette acquisition se fera au prix de 1 € conformément à la délibération 2018-72A du 29 novembre 2018. Vu la délibération 2018-72A du Conseil municipal du 29 novembre 2018 autorisant les cessions et acquisitions foncières dans le cadre de l'aménagement du site de la Sadac, vu l'avis favorable de la Commission aménagement travaux du 19 avril 2021, considérant que le sinistre sur la voûte du canal des Moulins et considérant qu'une acquisition en 2 temps permettrait de ne pas retarder les travaux de la voirie, je propose au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser l'acquisition au prix de 1 € en 2 temps à la SAS Moiran Impérial, filiale de la SARL Gilles Trignat Résidence, comme suit. Immédiatement la section AP parcelle 556A pour 6044 m², puis après résolution du sinistre, la section AP parcelle 556B pour 573 m² et 556C pour 6 m². Autoriser Madame la maire ou son représentant, l'un des adjoints pris dans l'ordre du tableau, à signer tous les documents liés à cette acquisition. Mandater Maître Nicolas Julliard, notaire à Voiron, pour la rédaction des actes. Merci Madame Tête. Y a-t-il des questions concernant ce point? Ce n'est pas essentiellement ce point, mais je voudrais connaître comment cela se fait-il que les travaux sont arrêtés, que rien ne se fait sur ce site. Ça bouge pas Madame trop. Tête, vous voulez répondre? Quels travaux sont arrêtés? Sur la Sadac, les bâtiments, les constructions. Écoutez, on n'a aucune information concernant Trignat, mais ça fonctionne normalement. Je ne vois pas où est le problème. Ça se déroule normalement.
les travaux continuent. Enfin, C'était pas le fait qu'il n'y ait pas que la voirie ne soit pas délimitée que... Ah non, non. Non. Tout ça c'est enclenché, il n'y a aucun problème sur la voirie, il y a une définition exacte des périmètres d'emprise de Trignat et des nôtres. Donc, il y a pas, enfin, à mon sens, il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux poser des questions, mais je pense pas qu'il y ait de problème. Très bien, merci. Non, je peux compléter, soyez rassurée, Madame Vial. En fait, on n'a même pas de retard sur les travaux, donc tout va bien pour la SADAC. Effectivement, cette délibération nous a permis justement de ne pas prendre de retard sur les travaux en séparant ces deux terrains et en permettant de continuer à travailler sur la voirie d'un côté et de l'autre de régler cette question indépendamment. Donc là, c'est vrai que ça nous a permis d'occasionner aucun retard. Y a-t-il des questions? Une autre question? Oui, Monsieur Tosi. Juste pour bien comprendre, semble-t-il, on a découvert une fente dans la voûte du tunnel où passe la rivière. C'est ça? Le canal. Cette rivière et cette voûte, cette zone ne concerne pas une partie de construction de Trignat. On est d'accord, c'est sur une partie voie publique. C'est bien ça. Alors, pourquoi on autorise, après résolution du sinistre, à faire la chose? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la chose. Pourquoi doit-on faire 2 résolutions et en voter une tout de suite? Et les voter tout de suite? Je ne comprends pas. Parce que pour le moment, la voirie principale a besoin d'être formalisée et faite d'ici le mois d'octobre, parce que la livraison de Trignat 1 sera en octobre. Et les 2 autres concernent effectivement la zone d'impact de la voûte. Mais celle qui fait 6044 m², en fait, c'est la route, la voie publique qui va partir de Stalingrad et qui va aller, qui traverse complètement les bâtiments, sachant que Trignat Résidence doit livrer la première partie de ses logements en octobre, et pour qu'elle puisse livrer sa partie en octobre, il faut que la voirie publique soit faite. Donc, c'est la première partie qui va, grosso modo, de Stalingrad, de l'esplanade, à la première série de bâtiments qui sera à droite de cette voirie. Ils sont obligés enfin, en quelque sorte, on est obligé de travailler sur ce morceau-là pour que Trignat puisse, que les gens qui ont acheté puissent aller chez eux. Donc, c'est cette grosse partie-là. Donc, il faut que la voûte oui, Monsieur Tosi. Donc, il faut que la voûte soit consolidée auparavant. C'est pas la route consolidée, la voûte est bien plus loin. En fait, sur les plans, c'est la 556B et 56C sont pas sur la voirie, elles sont à côté. La question de la voûte, je me permets de compléter, la question de la voûte, c'est, après elle va être recouverte, mais il fallait qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de souci. Donc elle a été séparée du reste du programme global, de manière à voir un petit peu comment elle évoluait. Et effectivement, de manière à identifier, donc ce qui passe aujourd'hui à l'intérieur de cette voûte, c'est le canal des Moulins. Mais en fait, pour l'instant, elle n'a pas bougé. Et le fait d'avoir découvert la voûte, on peut penser que des fois, ça a modifié effectivement le poids, l'impact de la Terre a peut-être fait bouger cette voûte. Et donc, il fallait qu'on s'assure qu'elle ne bouge plus. Mais donc, l'opération se fait en 2 temps, justement pour ne pas prendre de retard. Monsieur Ferrante. Oui, alors du coup, d'une façon générale, existe-t-il un schéma de tous les cours d'eau souterrains que l'on a sous la commune qui permettrait peut-être de mieux identifier des futurs projets, quoi? Alors, Madame Tête. Oui, merci Madame la maire. Ça tombe bien, j'en ai discuté cet après-midi avec Monsieur Guillot, qui, comme vous le savez, a une connaissance quasi parfaite de ce qui se passe dans Morand. Donc, effectivement, on parlait notamment de cette voûte. Et on parlait du cheminement de la Morge et du cheminement de tous les cours d'eau, essentiellement sous Moirans et sous tout ce qui est bâti Moirans. Ils ont effectivement de façon précise tout ce qui se passe. Donc, personnellement, je n'ai encore pas fait le tour, mais je peux vous assurer que ça va être fait assez rapidement, justement pour savoir où passent les choses. Mais il m'a indiqué qu'il y avait plein de systèmes de sécurité, de blocage d'eau, enfin au niveau de l'étang qui est en dessous
du bâtiment, enfin de M. Luxos. Voilà. Donc vous avez tout un système de blocage d'eau, y compris au niveau du parc de la Grille. Donc personnellement, je ne connais pas, mais il a commencé à m'en apprendre plusieurs cet après-midi et il m'a dit qu'il me ferait faire le tour. Donc je pense qu'objectivement, c'est bien connu. Non, oui, effectivement, on a des documents anciens qui montrent effectivement tous ces circuits d'eau sous Moirans et ils sont nombreux. Y a-t-il d'autres questions? Donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Et nous délibération suivante qui concerne la prise en compte des évolutions du projet de quartier-gare et l'instauration d'un périmètre de sursis à statuer. Madame Tête, je vous laisse la parole. Merci Madame la maire. Au préalable, je voulais solliciter si je pouvais exclure l'historique du quartier-gare, ou si je vous passe toute la page concernant toute l'évolution du quartier-gare depuis 2009. Est-ce que vous y tenez? Bon, mais je pense qu'on peut vous en faire cadeau, effectivement, parce que tout le monde a pu le lire. En tout cas, ça permet d'avoir une information générale et c'est assez intéressant que chacun puisse apprendre ce qui se passe, la connaissance de notre histoire à Moirans. Oui, merci Madame la maire. Effectivement, c'est quand même intéressant, mais bon, la lecture n'est peut-être pas très, très sympathique. L'article L424.1.3 du Code de l'urbanisme indique qu'un sursis à statuer peut être mis en œuvre lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde qui permet à la commune de suspendre l'octroi d'une autorisation d'urbanisme, permis de construire, ou les effets d'une déclaration d'urbanisme dans les cas où le projet du pétitionnaire serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution ou la mise en œuvre de certains projets ou documents de planification en jeu. L'objet de la délibération présentée en conseil municipal est de prendre en considération le projet du quartier-gare et délimiter les terrains affectés par ce projet sur lesquels un sursis à statuer pourrait être prononcé. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que pour les autorisations d'urbanisme déposées après la publication de la présente délibération. La délibération cessera de produire effet si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder 2 ans. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain. Donc je passe sur l'historique. La communauté d'agglomération du Pays-Voironnais compétente en matière d'aménagement structurant diligente une étude de maîtrise d'œuvre des espaces publics. Cette étude propose un espace public paysager au cœur du quartier et des cheminements mode actifs le long des fossés existants qui seraient réouverts. Certains fossés sont busés. De ce fait, l'orientation d'aménagement et de programmation inscrite au PLU en 2017 n'est plus d'actualité et une nouvelle OAP doit être intégrée au PLU. Dans l'attente, il convient de ne pas compromettre les futurs aménagements publics en disposant d'un outil que la possibilité de surseoir à statuer sur les autorisations d'urbanisme. Il est important de rappeler que la démarche des collectivités n'est pas de bloquer les projets sur le secteur gare, mais d'accompagner les propriétaires fonciers ou porteurs de projets afin d'aboutir à des aménagements et des constructions qui répondent aux exigences des collectivités. La CAPV s'est dotée d'outils d'ingénierie dans ce but précis, notamment une assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet architectural et paysager des constructions. Vu l'article L424.1.3 du Code de l'urbanisme permettant d'instaurer un périmètre d'études sur lesquels la commune a la faculté de surseoir à statuer sur les autorisations d'urbanisme, considérant que le projet urbain de quartier-gare constitue un enjeu majeur pour le développement de la commune dans les années à venir, considérant les études en cours pour modifier les orientations d'aménagement et de programmation sur le périmètre du projet de quartier-gare afin de rendre ce projet plus vivable pour les futurs habitants, considérant la nécessité de ne pas prendre le risque que certaines opérations soient contradictoires avec la réalisation du projet de quartier-gare ou la rendant plus onéreuse,
considérant le périmètre d'études sur lesquels s'appliquera la possibilité de surseoir à statuer au titre de l'article L. 424-1-3 du Code de l'urbanisme ci-dessous. Je propose au Conseil municipal, après en avoir délibéré, de prendre en considération le projet gare, délimiter le périmètre des terrains affectés par cette opération si annexée, demander de procéder aux mesures de publicité et mandater Madame la maire ou sa représentante ou l'un de s'adjoints pris dans l'ordre du tableau à effectuer au nom de la commune toutes les démarches liées à cette décision. Merci Madame Tête. Y a-t-il des questions? Monsieur Ferrand. Oui, Madame la maire. Déjà une question, en fait. Vous pouvez m'expliquer ce que sont les surfaces impaires, en fait? Est-ce que c'est vraiment le terme utilisé ou est-ce que c'est un raccourci d'un autre mot? C'est à la fin, considérant... Ah, si, il est branché, ici. C'est l'un des derniers considérants. Considérant les études en cours et à la fin, ça se termine en augmentant les surfaces impaires. Excuse-moi. Oui, il y a eu une coquille. Il y avait 2 coquilles là-dedans. Effectivement, j'étais la seule à rectifier parce que je l'ai rectifié cet après-midi et on vient de nous la donner. C'était une coquille, juste. Pardon, et donc c'est quoi? Non, mais on s'arrête afin de rendre ce projet plus vivable pour les futurs habitants. Ah oui, parce que si c'était en augmentant les surfaces imperméables ou imperméabilisées, c'était pas très cohérent. C'est pas incohérent parce que... Non mais attendez, je demande aux membres de la salle de bien vouloir demander la parole. Merci avant de la prendre. Madame Tête, vous voulez compléter? Non, c'est simplement, il y avait 2 coquilles et il y en a une qui était dans l'historique et c'est vrai que je n'ai pas au préalable informé qu'il y avait 2 coquilles dans le document et que j'avais le dernier document sorti qui est sorti et écrit à la main. Voilà. Oui, Monsieur Ferrand. Oui, alors pour continuer sur cette délibération, nous nous abstiendrons parce qu'en fait, l'historique montre qu'il y a déjà depuis 10 ans, enfin en 2009, il y a déjà eu un sursis à statuer, que de nombreux schémas et de nombreuses interprétations du secteur ont été élaborés, que nous ne savons pas aujourd'hui quels horizons vous poursuivez en mettant un nouveau sursis à statuer, même si on comprend très bien que la partie vivabilité que vous évoquez est importante et qu'il faut l'aménager au mieux et la prendre en compte avec les nouvelles normes qui se mettent en place, mais pour autant c'est insuffisamment précis. Et puis je voulais également savoir qui est à l'origine de la sursis à statuer, puisque c'est un projet porté par la CAPV. Est-ce que c'est la commune ou est-ce que c'est la CAPV? Voilà. Oui, Monsieur Ferrand, nous n'avions pas connaissance qu'il y a eu un sursis à statuer antérieurement. Il y a une OAP sur le quartier gare qui donne un cadre, mais qui est relativement léger. Et nous avions besoin d'avoir le temps de poser cette nouvelle orientation afin que les futurs aménagements à venir, en tout cas au moins dans les années qui viennent assez proches, puissent rentrer pleinement dans ces orientations. Là, c'est pas la CAPV qui prend cette décision, c'est nous qui prenons cette décision, effectivement, mais qui, de fait que c'est une opération portée par la CAPV à la base, prend toute sa place dans ce projet-là. Donc, il est complètement partie prenante de ce délai qui permet effectivement, sans bloquer les opérations, puisque ça reste quand même en gros un petit blocage d'1 an, pas tellement plus, parce que au bout d'1 an, voilà, il peut y avoir un déblocage qui se fait et qui est ramené à 2 ans au maximum. En tout cas, ça permet de découvrir les cours d'eau, de travailler sur la zone centrale, qui va être une zone végétalisée. Et concernant, effectivement, vous dites, vous n'avez pas beaucoup d'éléments, sachez que c'est un chantier aujourd'hui. Donc pour l'instant, les choses avancent vraiment petit à petit et se structurent. Nous avons bien en tête de faire anciennement on appelait ça un conseil municipal privé, nous l'appellerons conférence municipale, en tout cas d'en faire un sur les questions d'aménagement, probablement avant l'été. Voilà.
Monsieur Ferrand? Oui, justement, j'allais vous demander effectivement, du coup, cet espace de réflexion que vous nous offrez par le sursis à statuer, ce serait peut-être un moment de mettre en place un atelier, une conférence, un conseil privé, effectivement, auquel on pourrait peut-être adjoindre quelques concitoyens volontaires, parce que c'est aussi un futur quartier de la ville qui est quand même important, qui va donner une image de Moirans importante par la départementale, et donc de fait, peut-être amener des réflexions ou voir des idées qu'on aurait peut-être, que les uns et les autres ont dans leur environnement. Donc voilà, c'est une réflexion simplement. Merci. Merci, Monsieur Ferrand. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Julien. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Alors concernant cette délibération, moi je vais reprendre la phrase qui me paraît le plus importante de cette délibération, qui m'a beaucoup plu en fait, mais je la retrouve juste à l'endroit où elle est, quoi. Mais en fait dans la philosophie de la libération, je ne retrouve pas ça du tout. Et cette phrase c'est: il est important de rappeler que la démarche des collectivités n'est pas là pour bloquer les projets sur le secteur gare. Et ça me gêne un petit peu parce que je crois qu'il faut faire un petit rappel. Déjà, on est vraiment sur un espace où il y a pratiquement tout le foncier qui est privé. Voilà. Et moi, je vous entends parler, mais je suis quand même étonné, quoi, parce que le Pays Voironnais n'est pas chez lui, la mairie n'est pas chez elle. Donc, ok pour les orientations politiques des choses, mais je crois qu'au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que les collectivités ne sont pas propriétaires. Ça, c'est important de rappeler qu'on est dans l'espace privé. Il est important de rappeler aussi que la compétence du Pays Voironnais en matière d'aménagement n'est pas un élément nouveau. Donc, ça fait depuis plusieurs années, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Et c'est aussi important de rappeler que, par rapport à cette compétence qui n'est pas un élément nouveau, le projet d'aménagement a déjà été pris en compte par le Pays Voironnais, et vous avez très justement, dans cette délibération, Madame Tête a très justement repris tout l'historique pour qu'on prenne bien compte que le Pays Voironnais est vraiment imprégné de ce projet. Moi, ce qui me gêne, c'est que cette délibération, je la trouve très légère. Aujourd'hui, on part pour aller sur un sursis à statuer. Donc avant, la procédure telle qu'elle est faite, c'est qu'il faut d'abord définir un périmètre et puis après il y aura une deuxième délibération. Et honnêtement, j'essaie vraiment de déceler la motivation réelle et sérieuse et me faire croire que cette motivation réelle et sérieuse, c'est parce que vous voulez mettre un peu de verdure, un peu d'arbre, et dire à l'ensemble de ce conseil que c'est pour un an. Je pense que vous n'avez pas idée ou conscience de ce que vous faites là. Là, vous êtes en train de bloquer cet espace pour 10 ans. Vous êtes en train de bloquer cet espace pour 10 ans. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, ces terrains, pour la plupart, sont privés. Vous allez avoir envie de faire en sorte qu'il y ait des cheminements, qu'on découvre des... Et sur le fond, je ne suis pas contre, hein. C'est bien qu'il y ait des éléments naturels dans les projets. Mais sur la forme, vous croyez que les propriétaires, ils vont lâcher les choses comme ça? Quand vous allez devoir les exproprier, vous croyez qu'ils vont lâcher les choses comme ça? Est-ce que vous pensez que dans les exigences que la collectivité a, et pas uniquement celles qui sont présentées là sur la volonté du projet du Pays Voironnais, mais est-ce que vous croyez est-ce que la collectivité s'est penchée sur les vraies réalités économiques de l'équilibre des projets privés? Parce que c'est bien beau d'imposer des choses, parce que là on parle de ça, mais c'est bien beau d'imposer aussi des bâtiments un peu spéciaux, et c'est très bien, mais il y a quand même un équilibre économique et une réalité financière des projets privés pour laquelle je pense qu'il faut tenir compte. Ensuite, il est rappelé que dans ce sursis à statuer, un petit rappel réglementaire, le projet du pétitionnaire serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution ou la mise en œuvre de certains projets ou documents de planification en jeu. Ça, j'aimerais savoir quel projet rend plus onéreux, parce que ce qui va rendre plus onéreux l'exécution ou plus onéreux certains documents de planification en jeu, eh bien, c'est bien le fait que
il va falloir modifier les orientations d'aménagement et de planification. Et pour modifier ces orientations d'aménagement et de planification, il faut passer par une modification du PLU. Voilà. Donc il n'y a pas de procédure simplifiée comme on pourrait le croire. C'est pas possible. Donc du coup là, pour le coup, c'est la décision de la collectivité qui est de nature à rendre plus onéreuse les documents de planification. Voilà. Alors moi, je suis vraiment très perplexe, parce qu'en fait, tel que c'est présenté, il y a deux mondes. Il y a le monde des élus qui décident sur ce qui leur appartient pas. Enfin bon, c'est très... bon, je sais pas, c'est une vision particulière, hein, mais on décide sur ce qui nous appartient pas. Et puis après, on va avoir des exigences avec le monde économique qui finalement va rien faire du tout. Et puis dans 10 ans, on en sera encore là. Voilà. Donc moi, je souhaiterais, outre le fait comment dire, j'ai compris, la CAPV a un projet d'arbres et de bancs et de découvrir les rivières, très bien. Mais vous, c'est quoi votre vision de cet espace-là? Enfin, ça, j'aimerais vraiment le savoir, parce que une fois de plus, c'est un chèque en blanc, là, on nous demande de voter un truc, on est au courant de rien. Bah non, ça marche pas comme ça, hein, ou de toute façon, on votera contre, voilà. Je vais répondre, je vais essayer d'être bref par rapport à ce que vous avez évoqué. D'abord, il n'est pas question d'exproprier qui que ce soit. Sachez que l'OAP, c'est vous qui l'avez mis en pratique, et les contraintes aujourd'hui de ce quartier-là, elles ont été faites sans le mandat précédent. Donc ça ne nous concerne pas, effectivement. On a l'héritage de la proposition que vous avez faite. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de remettre en question les équilibres financiers. La question ne se pose pas à ce niveau-là, puisque ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de demandes concernant ces terrains pour des constructions, et qu'aujourd'hui, pour qu'un projet puisse être viable pour les habitants qui habitent, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut être capable dans une commune de maîtriser. Par exemple, la question des voiries. Quand on voit que le projet d'aménagement qui a été rendu, qui s'appelle l'échappée, le premier bâtiment qui a été rendu route de la Gare, avec toutes les problématiques qui ont été induites par un projet insuffisamment travaillé, alors qu'il manquait deux parkings, et qu'aujourd'hui les gens se garent sur le petit bout de trottoir qui se trouve en face. On a eu des problèmes multiples, on a dû venir observer tout ce qui se passait avec le département, avec le Pays Voironnais, avec la police, la gendarmerie, et après, à partir de ces problématiques, essayer de traiter tous les bâtiments qui étaient derrière pour que effectivement on soit en capacité de proposer quelque chose de sécurisé sur cette rue de la Gare, où va arriver un certain nombre de logements, plus de 300 à 400 logements qui vont déboucher sur cette rue de la Gare, telle qu'elle avait été conçue. Si aujourd'hui on n'est pas en capacité de maîtriser les conséquences de ce qui se passe, c'est grave pour une collectivité. Donc sachez que ce n'est pas une histoire financière, les promoteurs ne sont pas en difficulté sur ces problématiques-là, simplement nous voulons construire avec eux le meilleur moyen de mettre autant de logements sur un espace sans mettre en insécurité les habitants qui y habitent. Concernant les modifications du PLU, justement, Monsieur Julien, aujourd'hui, si nous ne sommes pas en capacité de maîtriser ce qui se passe sur cette rue de la Gare, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va mettre des voitures sur cette rue de la Gare et on ne va pas maîtriser la sécurité des piétons, la sécurité des vélos. Donc aujourd'hui, ça c'est un exemple pour vous le donner, mais il est suffisamment parlant avec les problématiques qu'on a eues sur le premier bâtiment l'échappée, pour effectivement se poser la question sur le devenir de ce quartier. Donc les modifications du PLU, elles sont pour réfléchir sur sécuriser pleinement cette rue, savoir peut-être même la passer en agglomération si besoin, en faire une voie vélo, une voie piétonne, en sécurisant chacun qui la fréquente. Voilà. Et les usages qui vont se développer de cette route. Voilà, donc c'est juste, simplement, pour sécuriser toutes les opérations. Et sachez que ce n'est pas en arrêtant un an un projet
un aménagement à cette échelle-là, ça se construit en plusieurs années. Donc sachez, c'est simplement se donner le moyen de mettre des conditions pour les gens qui vont habiter dans ce quartier, des conditions respectables pour ces gens-là et sécurisées. Parallèlement, c'est un projet que nous avons fait évoluer et aujourd'hui, ce projet ne ressemble plus du tout au projet précédent. Ce n'est pas le projet de la CAPV sur lequel vous avez travaillé, c'est un projet de la CAPV sur lequel nous avons travaillé. Aujourd'hui, cette municipalité, nous en avons fait autre chose. Et justement, ce quartier-là va être un lieu agréable à vivre et pas seulement des lieux, un espace dortoir avec un lien Grenoble, gare et habitat et commerce. Donc aujourd'hui, on voudrait en faire un espace de vie pleinement. Et du coup, cette voie, cette zone verte et bleue qui va traverser l'intégralité du quartier et qui va nous conduire à réouvrir tous les espaces de circulation d'eau pour en faire des espaces agréables de promenade et de vie, c'est justement un autre projet. Et celui-là, c'est vraiment pleinement le projet de la municipalité. Monsieur Julien. Merci Madame le maire. Écoutez, au moins l'avantage de vous provoquer un peu, ça permet d'apprendre des choses, hein, parce que là finalement vous nous reprochez de ne pas être au courant des choses que vous n'avez pas dit. Donc effectivement, hein, si vous avez des projets, vous avez travaillé dessus, ok. Mais si on n'est pas au courant, eh bien on peut pas forcément réagir comme si on était au courant. Voilà, alors vous me répondez sur les voiries, très bien, bien sûr il y a des voiries périphériques, la rue de la Gare, il y a la RD 1085, hein, on parlait de boulevard urbain, donc très bien. Moi ma question n'était pas centralisée là-dessus. Voilà. Maintenant, quand vous expliquez que l'OAP c'est notre OAP, mais j'ai pas dit le contraire. Ce que je dis c'est que de ce fait, l'orientation d'aménagement de programmation inscrite au PLU en 2017 n'est plus d'actualité. Une nouvelle OAP doit être intégrée au PLU. Voilà. Donc vous avez expliqué que ça dure juste un an, là, en parlant de cette délibération, il y en a pour un an. Et puis finalement, quand je vous provoque un peu, vous me parlez de modification de PLU, vous semblez acquiescer. Et puis, du coup, moi, j'avais raison de m'interroger sur le délai. C'est tout. Voilà. Oui, Madame Vial. Oui, alors, si j'ai bien compris, finalement, l'aménagement global de ce quartier-gare va être vu. Une question se pose parce que elle a été inscrite au SCOT, qui est le document supracommunal, comme ZACOM 1. Et ZACOM 1, il y a du tertiaire, du commerce et de l'habitat. Donc, quand vous me dites un an, je n'y crois pas, parce qu'il va falloir faire remonter les documents plus haut. Donc, à mon avis, on va perdre entre 4 et 5 ans, voire plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Par contre, je rejoins M. Julien. Chaque fois que l'on est en conseil municipal, que l'on a des délibérations pour lesquelles nous n'avons pas les tenants et les aboutissants, vous nous dites, pas de souci, il y aura bientôt un conseil privé. Ça va faire un an que vous êtes élu. Nous n'avons pas eu un seul conseil privé. Oui, un seul. Oui, sur la chaufferie. Un seul, voilà. À répondre, vous allez en avoir deux, un sur le PLUI, un prochain sur la chaufferie et un autre sur l'aménagement. Voilà. Donc là, voilà pour les conditions. Après, sachez qu'on est un peu contraint, que les réunions aujourd'hui, c'est compliqué, que le présentiel, c'est compliqué. Normalement, c'est pas autorisé, donc c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Concernant les délais, sachez que 4 à 5 ans, c'est pas du tout les délais qui vont se traduire ainsi. Sachez que nous avons beaucoup de demandes sur ce quartier et que justement, nous voulons en maîtriser complètement ce qui va s'y passer, les conséquences. Voilà. Donc aujourd'hui, 4-5 ans, sachez, Madame Vial, que c'est un projet qui a été conçu pour 20 à 30 ans à l'époque. Donc sachez que vous allez voir, aujourd'hui, il y a plusieurs programmes de logement qui sont en cours. Et du coup, pour bien maîtriser ce qui s'y passe, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir se donner le droit de un petit peu ralentir un an ou deux. Voilà, bien poser ce qu'on veut, bien aller au bout de ce qu'on veut, et justement, nous allons vous les présenter là où ça en est, hein, parce que ça évolue chaque jour, mais donc vous allez avoir à l'instant T ce qui va s'y passer, voilà. Donc sachez que c'est quelque chose qui évolue au quotidien.
Y a-t-il d'autres questions sur ce dossier? Ou d'autres interventions? Bon, nous allons donc procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Donc, juste pour quelques mots sur les décisions administratives, donc pour vous dire qu'un certain nombre, voire même le plus grand nombre, concerne des demandes de subventions sur un certain nombre de projets dont vous pouvez voir, vous avez certainement consulté, des projets en cours. Voilà, donc pour l'instant, nous n'avons pas de retour à ce niveau-là, mais voilà, ça avance vraiment bien sur ces questions de subventions. Voilà, donc nous allons procéder, donc nous allons clore la séance, mais avant de passer aux questions diverses, vous avez une question, Monsieur Julien? Oui, enfin c'est une question remarque, on va dire. C'est sur la décision administrative assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et donc là, je lis que, considérant les retards en termes d'études du projet de construction de logement, etc., donc en fait, vous avez décidé d'une assistance maîtrise d'ouvrage pour renforcer l'AMO et pour pallier au départ du directeur des services techniques. Donc en fait, vous palliez un départ par une AMO, c'est ça, enfin par une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est ce qu'il faut comprendre. En fait, c'est une transition. C'est une transition. Nous ne pouvons pas laisser les projets en attente dans la mesure où ils ont redémarré. La question, c'est de ne pas perdre du temps. Donc effectivement, nous avons organisé une transition. Et donc le chiffre là, c'est que vous avez, du coup, vous avez une temporalité sur cette transition? Il y a quelqu'un qui va arriver ou... Oui, il y a quelqu'un qui va arriver très prochainement. C'est en tractation avec sa collectivité. Mais au plus tard, Monsieur Pelat, peut-être vous pouvez me confirmer la date? Au plus tard, hein, parce que c'est en cours de réflexion. Au plus tard, la personne devrait prendre ses fonctions au 1er juillet 2021. Donc pour précision, la fonction de cette personne, c'est une femme, elle sera responsable du pôle travaux et ville durable. Y a-t-il d'autres questions? Donc nous allons peut-être... Ah, pardon, Monsieur Ferrand. Oui, non, c'était une question d'ordre général qui n'a pas lieu avec... pardon, je poserai la question après. Nous allons clore la séance et passer aux questions diverses. Alors donc, je vais peut-être vous laisser la parole à Monsieur Julien concernant déjà l'envoi de sa première question. Je vous laisse la lire. Madame le maire, la gestion politique d'une commune de la dimension de notre ville de Moirans nécessite sur la forme une implication sans faille à chaque instant, quand sur le fond elle requiert que chaque acteur de cette gouvernance politique doit impérativement être animé d'une forte et entière sérénité. Récemment, nous avons été alertés par des Moiranaises et des Moiranais qui nous ont fait part de leurs vives inquiétudes, nous expliquant que vous avez dû réagir dans l'urgence pour annihiler plusieurs démissions au sein de votre majorité. Il semblerait qu'une balkanisation de la gouvernance soit à l'origine de ce désordre municipal, corroboré par un monopole du rapport des délibérations en séance du Conseil, par vous-même et votre adjoint aux finances, car en effet, depuis le début du mandat, les 3/4 des membres de votre groupe ne se sont encore pas exprimés, sauf au moment de l'appel. Défendre la démocratie, c'est non seulement permettre le débat contradictoire, y compris au sein d'un groupe majoritaire, mais également, en tant que maire, d'avoir la volonté politique de l'organiser, pour ensuite avoir la sagesse d'en accepter les conclusions. Alors même que vous avez vanté haut et fort les mérites de la démocratie participative lorsque vous étiez dans l'opposition, mais également pendant votre campagne électorale où l'approche participative fut un axe majeur de votre argumentaire, le débat au sein de votre majorité est inexistant. De fait, il paraît difficile d'imaginer l'existence de ce débat contradictoire entre le maire et son adjoint aux finances, quand il n'existe déjà pas entre les élus sans rapport particulier.
Et c'est tout le sens de la portée philosophique de la question du groupe de M. François Ferrand lors d'un précédent conseil, et pour laquelle la réponse de M. Xavier Pellat fut aucunement rassurante. Après bientôt 1 an de mandat, vos actions participatives se résument à la consultation des Moiranais pour l'attribution du nom d'un parking. Outre le fait d'être navrant, c'est surtout méprisant pour nos concitoyens. Pour reprendre la métaphore du paquebot de votre adjoint aux finances, eh bien, avant de faire en avant toute, je pense que vous devriez commencer par trouver la salle des machines. C'est dans ce contexte que nous vous faisons part à notre tour de notre grave et légitime inquiétude pour l'avenir de Moiran et des Moiranais. L'avenir de Moiran dépend de la sérénité de votre gouvernance, assortie du bannissement de vos rancœurs passées. Et nous vous demandons des précisions sur son constat, car les Moiranais doivent savoir. Monsieur Russier. Merci Madame la maire. Alors, concernant la vie interne de l'équipe municipale, notre réponse sera brève et unique. Et je ne reviendrai pas dessus. Elle ne regarde que nous, et nous ne ferons jamais de commentaires la concernant. D'autre part, à propos du terme balkanisation que vous utilisez, nous vous demandons d'éviter d'utiliser, ou l'utilisation, de mots et d'expressions qui n'ont pas de sens à Moiran et ne peuvent être tolérés dans un conseil qui se respecte. Les attaques personnelles ne sont jamais productives et nous attendons des groupes minoritaires des réflexions constructives et des propositions concrètes sur le fond. Je vais laisser la parole à Madame Lombardo. Merci Madame la maire. Alors concernant la concertation avec les habitants, effectivement vous évoquez qu'il n'y avait qu'une concertation sur le parking, voilà, sur le nom du parking. Je me permets quand même de rappeler le contexte actuel concernant la Covid. Il est compliqué de réunir des personnes sur la place publique de plus de 6 personnes. Notamment, on a quand même travaillé avec les habitants, donc je vais vous donner des exemples. Là, il y a eu des visios qui ont été faites avec les commerçants, un accompagnement en lien avec la CAPV, afin de pouvoir mieux répondre à leurs besoins et un accueil individuel des nouveaux commerçants sur la commune, donc pour prendre en compte le commerce de proximité. Ensuite, on a fait un travail concerté en cours avec les associations sur les journées du patrimoine. Nous avons travaillé aussi sur un projet dont vous avez vu l'exposition éphémère en lien avec les habitants, en maillant l'intergénérationnalité sur les 4 points qui ont été mis, une exposition éphémère avec Mosaïque, l'association du Petit Pré et puis Léo Lagrange dans le cadre de l'EVS. Voilà, donc l'exposition a duré 2 semaines durant les vacances scolaires et par la suite elle va être valorisée autour d'une exposition avec un repas partagé si le contexte sanitaire ne nous le permet par la suite. Ensuite, on a eu aussi une information et consultation des habitants sur le quartier en réhabilitation de Chambon-les-Flers qui est en cours. Donc fin mai, on va aller à la rencontre de ces habitants sur place avec des ateliers autour de la mémoire du quartier, travailler avec eux sur les récits de vie, en lien avec les bailleurs, bien sûr, qui sont aussi les premiers concernés en même temps. Et ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est de concerter les habitants. Alors, il faut bien faire la différence, Monsieur Julien, entre concertation, participation et tout ce qui est démocratie participative. Les choses, il y a des entrées différentes, des façons de faire qui sont complètement différentes. Donc, il ne faut pas tout mailler et tout mettre dans la démocratie participative. Je tenais quand même à apporter ce point supplémentaire qui est quand même assez important. Donc faisons attention aux termes, mais par la suite on va aussi amener, peut-être vous aussi, vous amener à apprendre ce que c'est la démocratie participative sur une commune. Deuxième point, donc les bailleurs effectivement ils seront voilà, et les habitants bien sûr, ce sont eux les premiers qui sont en première ligne et c'est important aussi de les concerter, de les informer et de leur demander la participation, d'où la démocratie participative, encore une fois en réunissant les 3 points qui sont essentiels à cette partie-là. Et comme ils seront acteurs de leur quartier, c'est eux qui vont y habiter, des gens vont y revenir, des gens vont arriver, de nouvelles familles vont arriver aussi sur ce quartier-là. D'où l'intérêt de faire ce temps de travail avec eux, d'échange et d'animation.
Ensuite, la consultation des habitants sur le nouveau quartier, le nom du nouveau parking, donc vous l'aviez évoqué. Les petits déjeuners citoyens pour répondre aux questions des habitants sur les élections et accompagner à participer à la tenue d'un bureau de vote et au dépouillement. Je pense que c'est une première aussi sur cette commune. C'est bien aussi de le souligner, c'est important aussi de le remarquer. Et ensuite, les réunions mensuelles avec les acteurs de la petite enfance pour travailler ensemble sur le projet de réalisation de la maison de la petite enfance, toujours dans la même optique d'associer effectivement les citoyens, les élus et les associations et tous ceux qui gravitent autour du projet et au cœur de ce quartier. Merci Madame la maire. Peut-être laisser la parole à Madame Cussac, je crois que vous... Oui, merci Madame la maire. Donc pour vous rassurer, je poursuis après tout ce que Joséphine Lombardo a évoqué, pour vous informer aussi que nous avons entamé un grand chantier concernant le projet éducatif de territoire. Donc nous réunissons à cette occasion la communauté éducative, tels que les parents, les enseignants, Léo Lagrange avec le périscolaire et extrascolaire, l'éducation nationale, le collège, la petite enfance, les services de la mairie, bien sûr, ainsi que les institutions partenaires telles que la CAF, DDCS, conseil départemental. Donc c'est un grand chantier qui a débuté lundi dernier, c'est tout frais, 26 avril. 3 réunions sont programmées jusqu'à fin juin. On s'est donné toute l'année scolaire. Alors ce PEDT avait été écrit en 2013-2014. Il a été réécrit, on va dire amendé, avec l'arrivée de Léo Lagrange. Donc il faut le revoir tous les 3 ans, donc en 2017. Et donc on a eu une année de délai pour le réécrire, vu la situation Covid actuelle. Donc nous avons 3 réunions prévues, la suivante est fin mai, l'autre fin juin. Et on s'est donné toute l'année 2021, l'année scolaire 2021-2022, d'autant plus qu'il y a un travail à faire, gros travail à faire de réflexion avec Léo Lagrange, puisque eux aussi ils seront en fin de contrat. Donc ces réunions, ma foi, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai toujours travaillé dans mon domaine de compétences avec l'opposition. Donc je fais aussi la proposition à chaque groupe, si quelqu'un d'entre vous, enfin sur chaque groupe, une personne, parce qu'on est déjà très nombreux. Lundi, on était plus d'une vingtaine autour de la table, et donc en visio, en présentiel, et c'est vrai que la situation ne simplifie pas, je veux dire, la tâche. Donc, je suis prête à accueillir un membre de chaque groupe pour travailler ensemble. Nous menons dans le même temps des réunions concernant la création d'un conseil municipal d'enfants. Je l'avais évoqué au cours d'une commission d'EJ. Voilà, pareil, si une personne de chaque groupe veut se joindre à nous, elle sera la bienvenue. Merci Madame Cussac. Donc vous savez, vous n'êtes pas, comme vous avez pu le voir, nous avons lancé un certain nombre de projets. Il y en a encore d'autres, mais qui ne sont pas assez avancés pour qu'on puisse en faire part. Et effectivement, les réunions, c'est compliqué parce qu'au-delà d'un certain nombre, c'est pas autorisé. Donc on fait des mixtes, mais c'est jamais très satisfaisant. Voilà, en tout cas, on vous invite à participer, donc comme l'a dit Marie-Vonne Cussac, à ce gros travail sur le PEDT. Donc là, effectivement, la première réunion a été juste une réunion de cadrage.
C'est pas une réunion sur le fond. On va attaquer le fond à la prochaine réunion. C'était juste une réunion de cadrage avec les partenaires invités parce que le contexte n'était pas facile et qu'on ne savait pas si c'était possible de les avoir en présentiel de manière durable. Et je tiens à rajouter aussi, parmi les personnes présentes, on avait aussi également le CIAS avec le dispositif de réussite éducative pour nous qui est aussi une aide et un accompagnement qui est indispensable aujourd'hui aussi dans la réflexion. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter sur cette question. Il y en aura d'autres, on espère de très nombreux à venir. Et on va s'y atteler dès que effectivement les conditions seront optimales. Je vais peut-être laisser la place à une autre question. Monsieur... Oui, merci Madame la maire. Oui, je n'avais pas entendu mon nom, c'est pour ça que je ne savais pas. Écoutez, moi je vous remercie de vos réponses. Finalement, je m'aperçois que un peu de provocation, ça a du bon, parce que on entend différentes voix s'exprimer, c'est très bien. Et puis du coup, si ça peut ressouder l'équipe, parce que même si je partage pas forcément la direction que vous prenez, je crois qu'il vaut mieux être soudé dans ce cas-là. Voilà. Après, je suis aussi rassuré des propos de Marie-Bonne, mais du coup, on en revient à ce que je disais sur la délibération, enfin une des délibérations précédentes. J'ai pas dit que vous aviez pas de projet. Ce que je dis, c'est qu'on est au courant de rien. Et puis après, quand on fait des remarques en conseil municipal sur les sujets qui sont présentés, vous nous cueillez tranquillement là, parce que on est comment dire, sevré de toute information. J'entends que vous avez fait des choses. J'entends, Madame Lombardo, que effectivement les conditions sanitaires ne permettent pas de faire certainement des choses participatives ou des rassemblements habitants comme vous le souhaiteriez, mais ça n'empêche pas que nous, en tant qu'élus, on n'a peut-être pas besoin de tout savoir, vous avez le droit d'avoir secret, il n'y a pas de problème, mais on a un mail, on peut recevoir des documents pour qu'on puisse au moins avoir des éléments, même si il y a certaines comment dire parts des dossiers, notamment pour les instructions, qui sont peut-être pas forcément, qui doivent pas être forcément rendus, enfin pas publics, mais que les élus de l'opposition en prennent connaissance. Ok, mais au moins donnez-en un peu quoi. Là on n'en a pas, donc c'est facile après. Hein. Je vais laisser la place à Monsieur Pelat, puis je compléterai au besoin. Oui, c'était juste pour répondre à la première partie de l'intervention de Monsieur Julien concernant l'absence d'information. Je voudrais juste revenir sur la délibération qui a été traitée, sur le sursis à statuer. Il se trouve que ça a été présenté en commission aménagement travaux et il n'y a eu aucune question des représentants des groupes minoritaires. Je veux dire, toutes les explications que vous avez reçues aujourd'hui en séance publique, elles auraient pu vous être données lors de la commission aménagement travaux. Il se trouve qu'il n'y a eu aucune question des groupes minoritaires. Voilà. Donc, vous posez des questions, vous obtenez des réponses. Vous choisissez de le faire publiquement, libre à vous, effectivement. Et c'est très bien parce que ça permet de donner des réponses en public et ça permet de le faire partager par les Moiranais. Mais ne dites pas que vous n'avez pas accès à l'information puisque vous choisissez de ne pas poser de questions en commission. C'est un choix qui est le vôtre et là-dessus, il n'y a pas à le discuter. Il suffit juste d'être honnête intellectuellement et de le faire et de le savoir. Alors, comme j'avais dit, je souhaitais reprendre la parole. Donc, quand vous dites que vous n'êtes pas au courant, sachez que les visios avec les commerçants, on en a parlé à plusieurs reprises lors des conseils municipaux, que sur la question de Chanlon, on en a parlé, mais c'est un report qui a été fait du fait de la situation sanitaire. Donc, on en avait parlé, mais on ne savait même pas si elle allait avoir lieu. Et sachez que la réunion technique a eu lieu ce matin, qui conforte l'idée que normalement, si tout va bien, on pourrait avoir une réunion fin mai. Voilà. Donc aujourd'hui, sachez qu'on marche sur des œufs, que chaque jour, on ne sait pas si on va pouvoir maintenir ce qu'on essaye de mettre en place. Monsieur Julien. Mais je suis désolé, c'est pas pour polémiquer, mais moi j'entends votre réponse, Monsieur Pelat. Les choses sont présentées en commission, la délibération, mais c'est justement la délibération qui me pose problème par son manque de clarté. Voilà, qu'elle soit présentée avant, 10 jours avant ou un mois avant, elle manque de clarté, c'est tout. Voilà. Et
l'analyse qui a été faite par Guillaume, eh bien, il analyse comme il souhaite. Moi, j'analyse autrement. J'ai peut-être des connaissances différentes du dossier. C'est tout, quoi. Donc forcément, là, sur les 4 que nous sommes, eh bien, on a peut-être 4 visions différentes ou 4 angles d'attaque différents. Donc voilà. Mais aujourd'hui, quand on a présenté cette délibération, eh ben on a appris que il y avait certaines modifications qui allaient à venir, notamment administratives, et on a appris qu'il y avait des projets. Vous avez parlé de votre projet, ben on ne sait pas, quoi, c'est tout. Voilà. Et Madame Vial l'a rappelé à l'époque, vous étiez quand même bien demandeur de conseil municipal privé sur les projets. Mais moi, je vais vous inviter à faire un peu de politique. Monsieur Simonet faisait ça. En fait, il vous conviait au conseil municipal privé pour que vous soyez au courant des projets, justement pour limiter l'effet de surprise et puis et limiter les questions peut-être embarrassantes, parce que si les choses elles sont directement réglées ou évoquées en conseil privé, et ben c'est terminé, c'est tout. Oui, on avait quelques conseils privés, mais surtout on n'avait plus du tout de commission. Donc c'est vrai que là, les conditions étaient compliquées pour les remettre en route et que certains projets dans certains domaines n'ont pas pu avoir lieu parce qu'on ne pouvait pas regrouper du public. Mais sachez que les commissions, permettez-moi de vous le dire, monsieur Julien, qu'aujourd'hui, quand il y a 2 ou 3 commissions dans un même domaine par an, nous avons essayé de mettre une commission par mois. C'est sûr que les premières ont été très dures à mettre en route et il y en aura beaucoup avec des réflexions de fond. Vous allez en avoir sur des réflexions de fond qui vont arriver. Sauf que aujourd'hui, les premières commissions dans certains domaines ont été compliquées. Autant l'urbain, ça avance parce qu'il n'y a pas de public. Autant certains domaines avancent. Les autres, pour certaines, c'est compliqué. Voilà, je ne souhaite pas polémiquer. Maintenant, je vous demande de passer à la question suivante. Donc, ça concerne des questions de monsieur Seguin. Oui, bonsoir Madame la maire, bonsoir à tous. Je tiens d'abord à réagir à ce que M. Pelat vient de dire. Je me permets de vous rappeler que j'ai posé plusieurs questions sur ce dossier lors de la commission. D'abord pour comprendre ce qu'était un sursis à statuer, parce que je vous avoue que je ne savais pas exactement ce que c'était. Vous me l'avez expliqué assez clairement, ce que je vous remercie. Vous m'avez simplement évoqué le fait que ce projet, qui date depuis des années, allait subir des modifications menées par la CAPV, dans le cadre notamment d'un espace vert central. C'est la seule chose. Effectivement, j'avais moins de connaissances sur le dossier que mon collègue Gilles, qui me connaît beaucoup mieux ce dossier que moi. C'est pour cela que je vous ai posé en questions diverses la question suivante. Ayant appris en commission que le projet gare mené par la CAPV est en cours d'évolution, nous souhaiterions connaître la nature de ces évolutions. Je rajouterai éventuellement des pistes, vous en avez donné un petit peu ce soir, et sommes surpris de ne pas avoir été associés à la réflexion sur ces évolutions, car vous parlez de démocratie participative. Donc, toujours sur ce projet, nous aimerions savoir ce qu'il en est du projet commercial sur la gare. Va-t-on vers une simple opération de logement sans mixité d'activité? Première question. Je pose tout de suite la deuxième peut-être ou non? On va peut-être répondre déjà à la première puisque la deuxième n'est pas tout à fait du même ordre. Tu voulais intervenir, Élie? Merci Madame la maire. Donc je voudrais rappeler que ce quartier gare est effectivement en travail depuis très longtemps. Malheureusement, comme beaucoup de projets qui ont été initiés à Moirans depuis un certain temps, il n'y avait pas eu une réflexion, je dirais, globale, notamment sur les déplacements. Et en fait, on a eu des gros soucis, on s'est rendu compte premièrement, donc c'était surtout les accès, et notamment au niveau de la gare. On s'est posé la question notamment sur comment les futurs enfants qui habiteront dans ce quartier pourront aller dans les écoles du centre-ville, parce qu'ils dépendront des écoles du centre-ville. Actuellement, vous n'avez aucun trottoir. Vous passez sur une route où vous avez des voitures qui passent à toute vitesse. Donc voilà un peu les choses sur lesquelles on s'est posé les questions. Ensuite, tout ce qui est l'offre commerciale, eh bien, on a essayé d'avoir une réflexion globale aussi, parce que si on laisse faire, il va se construire tout et n'importe quoi, sans avoir de cohérence, et au niveau de l'implantation notamment.
Et ensuite, sachez que sur le projet initial, il n'y avait absolument pas d'espace vert de prévu. C'était uniquement une juxtaposition de bâtiments réalisés par des promoteurs. Et comme on le sait, si on laisse faire les promoteurs, ben eux, ils vont au niveau de l'essentiel, c'est-à-dire ils vont à la rentabilité. Donc c'est-à-dire le plus de logements possible et le moins d'espace vert possible. Et en fait, on a essayé justement de proposer ce sursis à statuer pour pouvoir travailler avec les promoteurs et pouvoir aussi leur imposer certaines idées, donc notamment la création d'un parc urbain qui traverserait donc tout ce quartier, en leur demandant justement de donner une partie de leur terrain pour que justement ça soit relié au niveau du parc et offrir un petit peu plus de qualité de vie au niveau des habitants. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est tertiaire, il y a une réflexion qui est en train de se faire, puisqu'effectivement c'est un quartier qui est proche de la gare. Donc il y a une grosse réflexion, je pense, à mener sur le statut de ce qu'on peut apporter. Est-ce que ça va être des bureaux d'entreprise? Est-ce que ça serait des bureaux de coworking? Vous voyez, il y a toute cette réflexion qui est portée pour savoir effectivement ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire pour donner aussi une vie extérieure à ce quartier et pour effectivement qu'il ne devienne pas une cité dortoir de Grenoble, puisque actuellement, tel que c'était prévu, ça serait devenu une cité dortoir. Voilà, sachez aussi qu'on se pose la question sur la liaison avec Moirans-Centre, puisqu'il n'y avait aucune réflexion sur Moirans-Centre, c'est-à-dire qu'on allait faire ce quartier, voilà, on posait le quartier gare, un joli triangle à l'entrée de Moirans, et puis on ne se posait pas la question de savoir comment on allait relier au Moirans existant. Donc voilà tous ces points sur lesquels on travaille avec la CAPV, avec le département, avec l'architecte conseil qui s'occupe justement de l'aménagement et de la proposition du plan global d'aménagement. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y aura bien donc une mixité de logements, des commerces, des bureaux, et ça sera réparti selon un plan d'aménagement. Et ce plan d'aménagement, il est en cours d'étude. Donc quand on aura un petit peu abouti, parce qu'effectivement il est en perpétuelle modification pour le moment, quand il sera un petit peu calé, je dirais, on n'hésitera pas à vous le présenter lors d'un bureau privé, effectivement. Merci, Madame la maire. Merci, Monsieur Papaioannou. Juste, effectivement, là, on est vraiment dans une démarche à la base sur la question du commerce, du tertiaire, tout ça. On est vraiment à la base de la réflexion. On n'a pas du tout avancé. Je veux dire, il y a des choses qui émergent plus ou moins, mais pour l'instant, ça reste encore complètement des hypothèses, voire des hypothèses lointaines. Hein. On n'est pas juste ce qu'on peut vous dire de manière précise sur la question de l'offre commerciale, c'est qu'on a bien une surface commerciale dont le permis a été déposé en mars 2020 pour une surface d'un peu moins de 1000 m² qui va démarrer, je dirais, en début de l'année prochaine, avec un démarrage des travaux au croisement de la RD 1085 et de la rue Vincent Martin. Donc un travail qui sera effectué, au niveau du carrefour, qui sera effectué par le département et la CAPV. Voilà, et du coup un tout petit bout de voirie rue Vincent Martin pour rejoindre cette moyenne surface en construction. Mais voilà où on en est. On est vraiment aux prémices. Pour l'instant, on ne va pas plus loin dans les démarches. Donc vous comprenez pourquoi on est assez inquiet si on voit s'installer un certain nombre de logements sans réflexion, de circulation de voirie, voilà, c'est difficile d'offrir à des habitants une qualité de vie sur un chantier permanent. Oui, Monsieur Seguin. Oui, merci pour ces précisions. Si justement j'ai posé cette question diverse, c'était pour avoir toutes ces informations dont j'ai eu une partie seulement lors de la commission, effectivement, dont j'ai pu avoir une partie par discussion amicale, je dirais. Mais effectivement, là, on a une vision un peu plus globale. Et comme l'a proposé Madame Cussac tout à l'heure pour la commission éducation, je trouve que ça serait bien parfois, lors de projets comme celui-là, d'inviter un membre des groupes d'opposition à assister à cela. Car lors des commissions, on peut discuter, il n'y a pas de problème, ça c'est très bien.
Et parfois, il manque un petit peu de réponse. Je tenais aussi à rajouter quelque chose que j'ai déjà dit en commission, c'est que ce projet gare, il dure depuis plus de 10 ans, et ça concerne aussi des habitants. J'en connais personnellement qui habitent ce quartier, et ça fait 10 ans que leur vie, en gros, est sur stand-by. Ils ont des projets, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont vendre leur maison, est-ce qu'ils vont rester, et ça fait 10-11 ans qu'on les balade. Et là, j'ai l'impression que on retarde encore un peu plus. Maintenant, je comprends vos motivations. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je les comprends tout à fait. Mais il faut penser aussi aux habitants de ce quartier-là. Bon, juste pour compléter, j'entends ce que vous dites. C'est vrai que tel qu'il a été conçu, ce projet, c'est un projet qui s'est étalé sur 20-30 ans. Donc effectivement, les habitants, en fait, c'est au fil des ventes des terrains, de la part des habitants, que se construisait ce quartier. Donc c'est vrai qu'il peut mettre 30 ans, il peut mettre 10 ans. On ne sait pas aujourd'hui, 20 ans. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que au bout d'un certain nombre de ventes de terrain, on sait qu'ils risquent d'être bloqués par différentes hypothèses ou de gens qui ne veulent pas vendre, hein, et c'est le droit de chacun. Du coup, on se retrouvera probablement confronté à d'autres problématiques. Mais comme c'est le choix de la typologie de fonctionnement de la précédente municipalité, du coup, nous n'avons pas la main sur ces modalités d'avancement. Nous nous interrogeons, et c'est pour ça que nous avons voulu requalifier, ou réfléchissons à peut-être requalifier la question du PLU, parce que justement, est-ce qu'on peut, au vu du nombre de personnes qui souhaitent faire évoluer ce quartier et d'habitats, de logements qui se construisent, d'avoir une réflexion un peu plus aboutie, en tout cas qui sécurise et qui marque effectivement une zone, en créant une unité dans cette zone, en créant autre chose qu'une installation successive de promoteurs avec une architecture différente, etc., etc. Voilà, donc on a envie d'avoir un beau quartier qui soit à l'image de notre commune. Monsieur Ferrand. Oui, donc finalement les propos qui ont été évoqués mettent en lumière un petit peu le projet. C'est bien que donc je vous remercie d'avoir apporté cet éclairage, Madame la maire, Monsieur Papayanou, parce qu'effectivement c'est des éléments qu'on n'avait pas à connaissance. En tout cas, je ne les avais pas plus que le groupe de Monsieur Julien. Quant aux réflexions durant les commissions, effectivement, c'est peut-être pas assez de questions. Monsieur Paulet l'évoquait tout à l'heure. Peut-être qu'il n'y a pas assez de questions et peut-être tout simplement qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir poser les questions suffisantes et pouvoir étayer un peu plus ce dossier. Mais bon, je voulais intervenir sur un autre sujet, si vous me le permettez. C'est concernant les commémorations et les inaugurations. Pourquoi nous, groupe d'opposition, ne sommes pas invités à ces événements? Je ne sais pas pour le groupe de M. Julien, mais en tout cas pour le mien, nous n'avons reçu aucune invitation depuis le début en fait. Monsieur Ferrand, votre question m'interroge. Je veux dire, je vous ai envoyé un message en vous indiquant que la situation sanitaire ne permet pas de mettre plus de 6 personnes aux commémorations. Je veux dire, c'est la réglementation de la préfecture. Aujourd'hui, toutes les commémorations, depuis que nous sommes élus d'ailleurs, j'en ai pas connu d'autres, nous n'avons pas de public, 0 public. Nous n'avons pas le droit de convier quiconque que les personnes qui ont un rôle à jouer dans la commémoration. Voilà. Donc on a été très surpris de vous voir, Monsieur Ferrand, alors que je vous avais envoyé un message ainsi qu'à Monsieur Julien pour vous expliquer que nous n'avons pas d'autre choix. Nous regrettons profondément cette manière d'avancer, mais c'est le choix et c'est le respect de chacun et surtout des conditions sanitaires qui nous semblent essentielles aujourd'hui. Voilà. C'est pas un choix personnel, Monsieur Ferrand, et c'est vrai que votre présence m'a extrêmement surpris. Je me suis dit que vous n'aviez pas vraiment tout compris. Nous allons passer à une autre question. Ah, pardon, Monsieur Ferrand. J'aimerais répondre simplement. Je comprends très bien la situation et je sais très bien qu'il y a des mesures à prendre en compte concernant les gestes barrières, etc. Simplement, permettez-moi de vous souligner que durant toutes les photos que l'on peut voir dans les Dauphinés libérés recensant les commémorations, vous êtes bien plus que 6, que lorsque le dimanche dernier, lorsque je suis venu, effectivement, je savais très bien, on a respecté les gestes barrières, vous m'avez demandé de me retirer, de me repousser, c'est ce que j'ai fait sans problème. Simplement, même sans ma présence, vous étiez déjà au-delà de 6. En plus, il faut prendre en compte le fait que nous sommes en extérieur et qu'en extérieur,
La limitation du nombre de 6, elle a des contraintes qui sont moindres que dans une salle. Donc en même temps, je voudrais souligner le fait que nous ne sommes pas du public, nous sommes des élus. Le groupe de M. Julien et moi-même sommes des élus. Et nous représentons aussi une part de la population. Donc un minimum, c'est une personne par groupe me paraîtrait le minimum en termes d'invitation. Merci. Eh bien, écoutez, je vous invite à donc aller à l'encontre de la demande du préfet. Voilà. Donc sachez que si on était 7, les autorisations et des autorisations pour chaque commémoration, sachez-le. Voilà. Donc pour chaque manifestation. Et quand on a effectivement fait, au-delà des cérémonies, quand on a fait une inauguration du réseau de Charleroi, nous avons envoyé tous les éléments pour validation à la préfecture. Voilà. Donc nous ne faisons rien sans validation. Et sachez que s'il y a des contraintes, nous le regrettons très fortement, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui, et ce n'est pas contre l'opposition. Il n'y a aucun élu qui était présent de la majorité, si ce n'est le premier adjoint qui avait un texte à lire, et moi également. Julien. Oui, brièvement, mais sur le sujet là. C'est vrai que oui, vous avez envoyé un mail et en fait, de tête, ce mail, il disait je vous demande de dire à vos colistiers de pas venir. Et honnêtement, vous parliez pas de nous, quoi. Donc ça, franchement, ça peut prêter à confusion, quoi. Je vous le dis. Voilà. Moi, je suis pas venu parce que j'ai pas pu venir, mais j'aurais tout aussi bien pu venir aussi. Nous allons passer à la question suivante. Donc, je redonne la parole à Monsieur Séguin. Merci, Madame la maire. Lors de l'examen du budget d'investissement travaux de la commission du 19 avril, on s'aperçoit que 110 000 € sont prévus pour la rénovation complète de la voirie de la rue d'Alboussière. Dans le même temps, un bureau d'études est mandaté par la commune pour une étude sur la circulation en centre-ville. Ne serait-il pas judicieux d'attendre les conclusions du rapport sur la circulation pour lancer ces travaux, afin de ne pas compromettre les futurs aménagements qui pourraient être nécessaires, du type peut-être voies cyclables, mode de déplacement doux, trottoirs, etc. Voilà. Madame Tête. Donc la mise en accessibilité de la rue d'Alboussière s'inscrit dans une obligation réglementaire. En fait, c'est dans la continuité d'un travail et de mise en accessibilité du centre-ville. Mais ça a été initié par l'ancienne municipalité il y a une dizaine d'années sur un plan pluriannuel, en mettant par exemple la rue des Ouvriers Papetiers, la fin de la rue de la République, la rue Lazare-Carnot, enfin toutes les rues qui avaient des tout petits trottoirs. Donc en fait c'est déjà depuis 10 ans, toutes les années il y a des travaux d'accessibilité et en fait cette programmation d'études de circulation en centre-ville, elle ne peut pas venir du jour au lendemain. Donc ces travaux sont déjà vont se commencer, ils ont déjà été budgétés, on a 40% de subventions, c'est simplement dans la continuité pour ne pas laisser en plan une année à vide, pour qu'il n'y ait pas de travaux de ce genre-là. De toute façon, ça n'interviendra pas de façon négative sur le plan de circulation, ce sera intégré. Voilà. Oui, Monsieur Séguin. Oui, merci Madame. Peut-être, je comprends, mais c'est vrai que lors de la commission, il m'a semblé qu'il était question d'une rénovation complète de la voirie, donc je n'ai pas pensé à des mesures d'accessibilité du type handicap, etc. Donc, excusez-moi si j'ai mal compris. Juste une remarque à nouveau, je comprends tout à fait ce que vous venez de dire, le fait peut-être qu'il y a eu des subventions, etc., mais je trouve que des fois, il y a des dépenses qui sont faites qui pourraient peut-être être stoppées parce que quand on a un beau projet de déplacement doux, etc., aller refaire des beaux trottoirs tout neufs mais qui ne seront pas adaptés au vélo, pas adaptés au pouce, enfin, voilà, c'est... Mais je comprends, hein, ça vient du fonctionnement municipal en général. Voilà. Oui. Monsieur Pelat. Oui, c'était pour préciser à M. Séguin, donc ces travaux vont se dérouler dans le cadre du SDAP, qui est le schéma départemental d'accessibilité programmée, donc qui répond aux obligations de la loi de 2005 sur le handicap. Donc ça veut dire que effectivement les collectivités ont une obligation de mise en accessibilité, en particulier de leur voirie. Donc quand on parle d'accessibilité, on parle non seulement pour les personnes à mobilité réduite qui sont confrontées au handicap, mais également aussi par exemple pour les personnes qui utilisent des poussettes, donc pour les parents utilisant des poussettes. Donc voilà, c'est une réflexion
où ça semblait difficile, ou en tout cas pas forcément pertinent, d'attendre 1 an, parce que y a des usagers de la voie qui étaient concernés, et que de toute façon, la programmation qui vise principalement à élargir les trottoirs et à permettre d'accéder à ces trottoirs de manière facilitée n'est pas en contradiction avec la réflexion qui va être menée sur la circulation, la réflexion globale qui va être menée. Madame Vial ? Oui, alors moi je voulais simplement, j'aurais une petite question mais d'ordre vraiment général, mais je voulais répondre concernant le triangle du quartier Gare à monsieur Elie, excusez-moi votre nom est un peu long. C'est une réflexion que nous avions eue et que nous aurions prise en compte justement d'ouvrir le quartier Gare sur Moirans. Il était hors de question de séparer les deux. C'était une obligation que notre équipe avait mis en condition. Il n'y a peut-être pas d'écrit, puisque le projet n'était pas avancé, mais c'était fait. Ensuite, concernant la démocratie participative, sachez que M. Simonet et son équipe, et les équipes depuis 2007, même un petit peu avant, on les avait ouvertes, puisque les plans d'aménagement et les études étaient ouvertes à l'opposition, la population et autres. Donc il a lancé la démocratie participative sur Moirans. Ensuite, concernant la sensibilisation citoyenne aux élections, un petit déjeuner citoyen est prévu en salle du Conseil par groupe de 12 personnes maximum. Il me semble que la dose sanitaire est de 6 personnes. Qu'en est-il ? Répondre sur la deuxième partie, la partie technique, je laisserai peut-être Madame Lombardo répondre sur l'autre partie, la première partie de la question. Sur la réglementation, c'est le maximum qui pouvait être possible dans la salle du Conseil. Voilà, donc c'est des questions réglementaires. Ce qui est incohérent, et je rejoins aussi quelque part Monsieur Ferrand, c'est qu'en extérieur ou en intérieur, parfois on a les mêmes contraintes, ce qui paraît assez surprenant. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Madame Lombardo. J'ai reçu ce matin le bulletin de mars-avril. On arrive fin avril. Est-ce normal? Oui. Vous comprendrez très bien que suite au départ de Madame Chevalier, on a une autre organisation qui prend un peu plus de temps et qui est transitoire. Et je laisse maintenant la parole à Madame Lombardo. Merci Madame la maire. Je me permets de reprendre les propos que j'ai explicités tout à l'heure. Effectivement, la démocratie participative, encore une fois, on peut y mettre toutes les formes et le fond n'est pas le même. Donc, dans un premier temps, effectivement, vous avez fait des concertations, vous le dites, en participation démocratique, or ça ne l'était pas, puisque ça a été simplement des informations auprès des habitants, une seule fois. Ils se sont battus avec les associations pour obtenir des choses. Donc, vous n'êtes pas censé savoir quand même que vous aviez l'association, la CNL, qui était la CLCB, pardon, qui était présente pour accompagner les habitants dans ce nouveau projet. Et puis, pendant des années, plus personne n'est venu, plus d'élus, plus d'échanges, plus rien. Aujourd'hui, lors de mes permanences le mercredi matin, vous le dites, les habitants me disent, nous, on voit plus personne, il n'y a pas d'élus depuis, on a été lâchés. On reprend là, nous, on reprend la main. On a fait un gros travail de fond avec les bailleurs, l'AIH et puis Pluralis. On a eu des surprises sur des immeubles qui, effectivement, il y avait de l'amiante, donc il a fallu démolir. Enfin là, maintenant, on va être en projet de démolir, refaire. Et effectivement, aujourd'hui, au bout de 8 mois on a pris le temps d'analyser, d'aller rencontrer les gens. C'est pas les premières rencontres, on a été sur place, on les reçoit aussi au CCAS lors de mes permanences et Madame la maire sur le samedi matin aussi. Donc ça, c'est aussi un point à apporter. Et effectivement, si vous avez l'impression qu'on n'a pas fait de DP jusqu'à présent, vous vous trompez. Parce que je pense qu'on est beaucoup plus présent aujourd'hui auprès de la population, on prend en compte leurs demandes et honnêtement, c'est très très apprécié et très appréciable. D'autant plus que dans les commissions, les différentes commissions que vous avez au CCAS, on fait de la participation, en tous les cas, de vos membres, qui sont quand même dans les deux, je parle des deux partis d'opposition, les deux groupes. Vous avez quand même des membres qui sont là. On a toujours été dans la transparence. Ils sont au courant de tout. Que ce soit, vous acquiescez, Madame Alamando ? Donc voilà, et effectivement, là encore, il n'y a pas de... s'il y a des débats, en tous les cas, il y a les CA, il y a autre chose qu'il y a des espaces de parole. Et la place, elle est à tous, quoi. Je veux dire, la parole, elle est ouverte à tout le monde. Voilà. Donc ne confondez pas, encore une fois, démocratie participative avec information, participation des habitants, concertation. Encore une fois, il y a plusieurs formes de DP et il ne faut pas tout mettre tout à la même sauce.
Donc ça se travaille, Madame Vial, et on va le travailler ensemble. Et c'est le prémisse, en tous les cas, de notre parti aujourd'hui, de notre groupe politique. Donc, sachez encore une fois, les habitants sont apprécient nos démarches. On y associe les membres de l'opposition, la porte est ouverte, il n'y a aucun problème, mais il faut que les choses se mettent en place. Et on ne va pas aller voir les gens sur le quartier pour faire de l'affichage politique. Je suis désolée, je ne suis pas une vitrine. En tant qu'élu, nous ne sommes pas en vitrine. On n'est pas là pour aller voir les habitants pour dire oui, on va faire des choses. Il faut qu'on tienne, il faut que le travail se fasse. Ça veut dire un travail de fond. Madame la maire vous l'a dit, et ce matin, il y avait un codir pour mettre les techniciens dans la boucle. Il ne faut pas partir tout azimut et on ne va pas les faire les clowns sur les quartiers. Ce n'est pas notre rôle. Merci. Madame Vial. Oui, si vous le permettez, Madame la maire. Madame Lamardot, je ne mets pas du tout en doute le travail du CCAS et autres, puisque j'ai été 2 fois mandat adjointe aux affaires sociales. Donc, je connais très bien ce travail, tout ça. Quand je parlais de démocratie participative que nous avions mis en place, que M. Simonet avait mis en place, dont M. Julien était aussi présent, c'était justement pour l'aménagement futur de Moirans. Donc, je vous amènerai la plaquette et vous verrez que nous avions travaillé ce sujet. Je ne parle pas des réunions de quartier de Charlot. C'était totalement différent. Donc c'est bien pour ça, c'est ce que je dis, sur la démocratie participative, il y a plusieurs formes. Donc là, vous étiez plus sur de l'information, alors que nous, aujourd'hui, on est plus sur de l'information, concertation et participation des habitants. Ce qui regroupe la démocratie participative. Bon, je crois que, je ne sais pas, on a fait le tour des questions diverses, si ça répondait à l'ensemble de vos questions. Bon, merci en tout cas pour ce débat qui était très riche, hein, même si le conseil était un petit peu allégé, mais on a souhaité le maintenir, parce que c'est aussi des instances de débat, un conseil municipal, et que même s'il y avait que très peu de délibérations, ça nous semblait important de ne pas les reporter. Merci à tous et bonne soirée. En tout cas, merci à tous les techniciens, merci aux administratifs et au personnel d'avoir préparé ce conseil et merci à vous.